Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite. Enfin, la suite. La suite de la vidéo précédente où je voulais faire pour cette fin d'année une grande vidéo en fait à la base, où j'allais aborder 3 sujets. Le premier, c'était un tirage au sort d'un jeu que je voulais offrir. Donc ça, c'est dans la vidéo précédente, si ça vous intéresse. Discuter un petit peu des sorties que j'attendais, ça j'en ai déjà discuté. Puis il y avait également le côté figurine. Pardon. J'avais envie de refaire une vidéo sur la peinture de figurines. Une vidéo qui serait une sorte de petite extension à la vidéo, à la première vidéo que j'avais faite il y a très longtemps. Alors là, pour le coup, comme j'ai coupé, en 2, j'ai pas fait une grande vidéo, c'est pas vraiment une suite à la vidéo précédente. Je vais peut-être d'ailleurs renommer les vidéos, on verra. Donc voilà, cette fin d'année, je me disais que ce serait un prétexte pour parler un petit peu de figurines parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience encore dessus, pas beaucoup de choses à dire. Mais ça va être une vidéo où je vais étendre un petit peu les sujets que j'avais discutés dans la première vidéo, qui était une vidéo de débutants pour des débutants, où j'abordais trois points. Il y avait le matériel, mon approche en termes d'achat de matériel. Et puis après, dans la façon que j'avais d'aborder la peinture, il y avait les deux points qui ressortaient surtout. C'était pas des tutos ou quoi que ce soit, hein. C'était le côté le fait d'avoir une vision de la figurine qu'on voulait peindre et puis le fait de procéder de façon itérative. Donc ça va être une vidéo où je vais montrer un petit peu, voilà, c'est un peu une vidéo prétexte pour montrer un petit peu ce que j'ai pas entre-temps et puis je vais développer ces points-là, puis je vais le faire en montrant des figurines histoire d'animer un petit peu la vidéo. Alors, entre-temps, moi, j'ai peint pas énormément de choses, je suis pas un peintre très, très, très productif. J'ai peint, bah, du zombicide, les extensions et puis j'ai fini de peindre mon claustrophobia. En gros, j'ai continué à peindre ce que j'avais peint à l'époque où j'ai fait ma première vidéo. Alors maintenant, je peux pas me considérer comme un débutant, ce serait de la fausse modestie, ce serait pas juste de dire ça. Mais par contre, je pense que je peux me considérer comme un peintre moyen, avec pas énormément d'expérience, mais voilà, je pense que je peux me considérer comme un peintre moyen. Et puis, ce que je vais faire dans cette vidéo, du coup, ça va être un retour d'expérience sur le temps qui s'est écoulé, et puis étendre les quelques points que j'avais abordés dans la première vidéo. Alors, je vais commencer par la partie matérielle, puis après, en termes de vision, je parlerai peut-être que je donnerai un exemple. Et puis c'est surtout sur l'approche itérative, où là j'ai deux tips à vous donner. C'est des trucs très triviaux, mais qui pourraient peut-être aider des peintres, justement. Alors peut-être aussi débutants, mais des peintres qui ont mon expérience. Alors, en termes de matériel, donc je vais remettre ça ici pour un moment, histoire de parler de matériel. Moi, je parlais du fait que j'avais comme pinceau principal un Raphaël, un taille 2. C'est toujours mon pinceau, je trouve toujours que c'est super, je trouve toujours que ça vaut le coup d'investir dans ce pinceau-là. Et puis j'ai acheté deux autres pinceaux, moi, qui sont des pinceaux secondaires. Alors il y a un 8402 taille 1 et un 8404 taille 1 aussi. Donc les deux sont des 8404, hein, mais il y en a un, celui qui est mon pinceau principal dont je parlais, c'est un taille 2, et l'autre c'est un taille 1. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir des pinceaux secondaires? C'est pas qu'ils soient plus précis ou que je puisse faire des choses que je faisais pas avec le taille 2. Franchement, avec le taille 2, je peux tout faire, ça me suffit. Mais le fait d'avoir des pinceaux secondaires, j'ai remarqué que ça changeait un petit peu mon attitude quand j'allais peindre. Un petit peu, alors à nouveau, je fais une analogie avec la guitare. Moi, je joue sur des Ibanez. Si jamais vous mettez une Gibson sur les genoux, bah, avant même d'avoir joué, alors que elle a des caractéristiques différentes, je vais pas vouloir jouer la même chose. C'est comme si mon esprit se formatait un petit peu. Et là, ça fait un peu pareil avec les pinceaux, c'est-à-dire que quand je prends les deux autres pinceaux, j'ai l'impression que mon esprit se formate et il va peindre des choses d'une façon un petit peu différente. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que ça me reconcentre en fait un petit peu, ça me redonne de l'intention. Et tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo comme truc, ou comme tips, comme astuces dans le matériel, c'est que des choses qui m'ont apporté un petit peu plus de contrôle dans la façon de peindre. C'est pas que je peins beaucoup mieux, mais j'ai plus de contrôle. Euh,
Donc là, du coup, pardon, le pinceau Raphaël de taille 2, c'est toujours mon pinceau principal, et parfois, je vais utiliser le Lumi 402 taille 1 comme pinceau secondaire. Et le fait de faire des alternances, ça me permet de me reconcentrer un petit peu, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre, mon esprit il se formate un petit peu de façon différente, et je fais pas les mêmes choses. Donc voilà, parfois c'est celui-là mon principal, et puis le Lumi 402 taille 1 mon secondaire, et puis parfois j'utilise que celui-là comme pinceau principal, c'est aussi intéressant. Donc le bilan là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on arrive à un niveau moyen, je pense que c'est intéressant d'avoir un pinceau secondaire, pas forcément un pinceau. Je parle pas de pinceau pour faire des trucs précis comme des yeux, un pinceau fin, ou des pinceaux dédiés pour faire du brossage ou pour faire les couches de base, mais à partir d'un certain niveau, même si jamais ça change pas énormément, c'est intéressant d'avoir un pinceau secondaire, et puis le fait de varier de pinceau quand on peint, ça apporte de nouvelles perspectives. Donc voilà, ma recommandation, toujours le 1404 taille 2, même si le 8404 taille 1 est meilleur que celui-là, le 8402, si jamais vous avez déjà le 8404 taille 2, peut-être que prendre quand même celui-là, le 8402 taille 1, ça peut être sympa, ou l'autre. Donc j'en suis très content. Ça, c'est pour les pinceaux. Le deuxième achat que j'ai fait, c'est un support pour peindre des figurines. C'est celui-là. Alors moi, j'avais déjà acheté le Citadel, que je trouvais très très bien. Est-ce qu'il est mieux celui-là ou pas? Alors mon verdict, c'est que ce qui est pas mal avec celui-là, c'est effectivement, quand on met une figurine comme ça, elle tient bien dessus. On peut tourner. C'est assez pratique. La pâte, c'est vraiment mieux que le clips, parce que quand vous clipsez une figurine ici, parfois il peut y avoir un pop et la figurine elle tombe. C'est pas bien grave parce que je la rattrape avec les mains quand ça arrive rarement. Puis si elle tombe de bas sur la table. Ça n'a jamais fait de dégâts, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus flexible. Par contre, ça, comme c'est pour des tailles limitées, il y a plusieurs tailles de figurines. Là-dessus, je peux mettre soit des petits socks, soit des un peu plus gros. Celui-là, je pense qu'il passe, mais ça déjà, ça passe plus. Je pensais que ça, ce serait vraiment universel, la pâte. Et en fait, c'est vrai que je peux mettre des socks plus gros là-dessus. Par contre, si je mets des grandes figurines comme celle-là, là, ça le fait pas, en fait. Parce que comme on peint en ayant le truc un petit peu penché, ça crée un moment avec une grande figurine et le poids, et là, ça va se détacher encore plus facilement que là-dessus. Donc là, j'ai été un petit peu déçu. Je pensais que la pâte, elle adhérait encore mieux que ça. Et pour des grandes figurines, c'est pas idéal. Un autre truc qui n'est pas idéal avec ce truc, c'est qu'il est très très fin. Il tombe facilement. Et puis même dans la main, je trouve que ça, c'est plus ergonomique. Donc le fait d'avoir déjà ça et d'avoir acheté ça, c'est pas la différence, elle n'est pas énorme, je trouve. Ça valait pas tant que ça l'achat. Maintenant, peut-être que je vais faire un truc, c'est que je vais peut-être adapter là-dessus une sorte d'interface à fixer là, très fixe, et puis que je vais mettre de la pâte dessus et que je vais me servir de ça, mais avec de la pâte dessus. Peut-être que je ferai ça, quoi. Parce que ça, je trouve que dans la main, ça tient vraiment mieux que ça. Peut-être que je ne me suis pas encore habitué à celui-là parce que j'ai pas beaucoup peint, quoi. Alors, si j'avais aucun des deux, peut-être que je prendrais plutôt celui-là, hein, parce que c'est vrai qu'il est quand même vachement bien. Mais je pense que le prix, c'est aussi beaucoup plus cher, ça. Donc voilà, là, j'ai pas vraiment de conseils, c'est juste un retour d'expérience, à vous de vous faire votre avis. En tout cas, si vous n'avez pas ça, même si je l'utilise pas systématiquement pour peindre, c'est vachement mieux parce que ça permet d'avoir vraiment plus de contrôle sur la peinture qu'on fait quand on pose une figurine dessus plutôt que la tenir directement et de peindre directement. Donc ça, en termes de contrôle, à nouveau, super. Troisième truc que j'ai acheté, c'est ça. Alors ça, c'est une sorte, c'est un gel, pas pour les barbes, hein, c'est pour les pinceaux. C'est une sorte de, c'est comme une cire, un gel qui sert à faire de l'entretien. Une fois que vous, pardon, j'ai la voix qui est un petit peu cassée ces jours-ci, je suis désolé. Ça, c'est quand vous terminez de faire de la peinture, vous lavez votre pinceau, vous l'essuyez bien, et puis moi, on m'avait donné le conseil de reformer la pointe et puis de mettre un coup de salive dessus. Ça permet de garder en fait la pointe en forme jusqu'à votre prochaine session de peinture. Ça marche, c'est très bien. Puis j'ai voulu aller un petit peu plus loin et je me suis acheté ce gel-là. Alors pourquoi? Parce que
oups, déjà c'était pas trop cher, puis je me suis dit que ça allait me tenir toute la vie. Effectivement, ce sera le cas, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est quand même pas mal bien, je trouve. Ça permet vraiment de bien entretenir son pinceau entre les sessions, ça garde bien la pointe, même si la salive, ça marche bien aussi. Ça, c'est une étape au-dessus, donc ça, c'est un achat, ça paye pas de mine, mais ça nous donne encore plus envie de tenir soin de notre matériel, donc moi, c'est un achat que je recommande. Un gel comme ça, c'est pas mal. Pas indispensable, mais c'est sympa. Et puis, donc moi, si jamais je fais une petite pause pendant que je peins, là, je mets un coup de salive, mais en fin de session, quand j'ai terminé de peindre ma figurine, chaque fois maintenant que j'utilise ça sur mes pinceaux, c'est top. Voilà. Donc ça, c'était pour le matériel. Alors maintenant, je vais étendre un petit peu deux sujets dont j'avais discuté pendant la première vidéo. Le fait de peindre de façon itérative. Là, je vais vous donner deux astuces qui, pour moi, se prêtent bien à cette approche de la peinture. Et puis reparler un petit peu peut-être de la vision, mais c'est surtout les deux astuces qui sont un petit peu utiles, même si c'est pas transcendant. Vous allez peut-être trouver que je vais vachement dans le détail, mais en tout cas, c'est très facile à appliquer. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Alors, avant de vous donner les astuces, je vais vous donner les contextes dans lesquels, le contexte, et puis après, je vais vous dire ce que j'ai fait pour améliorer ça. Donc, le premier truc, c'est que quand vous peignez, et que vous allez chercher un peu de peinture sur votre palette humide, je pense que vous avez remarqué que les premiers coups de pinceau, c'est pas les mêmes que les coups suivants. Alors, par exemple, les 5 premiers coups de pinceau, c'est pas les mêmes que les 5 coups de pinceau suivants. Ou alors peut-être que les 3 premiers, c'est pas les mêmes que les 3 suivants, puis que les 3 d'après. Ça dépend en fait de ce que vous avez comme peinture sur votre pinceau, de ce que vous êtes en train de faire. En gros, moi, ce que j'ai observé, vous pouvez faire le test d'ailleurs, plusieurs fois, 3 coups, puis 3 coups, sans remettre de la peinture. Hormis le fait que vous perdez de la matière sur le pinceau, moi je trouve que la viscosité en fait de la peinture sur pinceau, elle change. En fait, au contact de la figurine, ça change. Et du coup, la matière, elle ne se dépose pas de la même façon, parce que la viscosité change. Et si vous observez bien sur un pro qui fait des tutos ou des trucs comme ça, vous verrez qu'il fait souvent des allers-retours entre sa figurine, la palette, sa figurine, la palette, ou bien sa figurine, sa langue, carrément. Il y en a souvent qui remettent leur pinceau dans leur langue, et c'est pas juste pour refaire la pointe du pinceau. Moi, je pense que c'est vraiment pour apporter à nouveau la viscosité initiale qu'on a sur notre pinceau. Alors, faire ça, moi, c'est quelque chose que je vous déconseille. Là, il y a peut-être les pros qui vont tomber dessus, mais passer la peinture sur sa langue. Enfin, le corps, il n'est pas fait pour bouffer de la peinture, même à petite dose. Et puis moi, ce que je faisais, c'est que au tout début, ma palette humide, j'ai tendance à passer un doigt sur le papier sulfurisé, puis d'humidifier un petit peu. Puis après, je mets la peinture. Donc parfois, comme c'était un petit peu humidifié, je revenais sur la palette humide, mais ça, après, ça s'évapore assez vite, en fait. Surtout si jamais on fait des longues sessions. Et puis, j'aime pas remettre de la flotte sur la palette humide. Ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Enfin, juste rehumidifier très légèrement. D'accord. Je peux remettre de la flotte dans la mousse au-dessous si jamais. Je le fais avec une seringue d'ailleurs. Si jamais ça s'est beaucoup évaporé, ça dépend du taux d'humidité et de la chaleur de la pièce, mais ce que je faisais, moi, pour regagner un petit peu en viscosité, c'est que je râlais directement dans le pot, et puis je mettais, mais d'une façon très très délicate, le pinceau, juste histoire de prendre par capillarité un petit peu de flotte. Donc c'était vraiment très léger, mais c'est dur d'avoir du contrôle là-dessus. On a tendance à diluer la peinture. Alors ce qu'on voudrait plutôt, c'est remodifier la viscosité, avoir la même viscosité qu'on avait à la base. Et donc, je faisais comme ça, mais c'était pas optimum, je gagnais pas du temps. Et puis finalement, et là je vais en venir au truc que j'utilise. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai ma palette humide. Donc, elle est là, on la voit pas très bien parce que c'est en plan un peu resserré.
Donc ça, c'est la palette humide. Normalement, il n'y a pas le papier sulfurisé dessus. Donc ça, c'est de côté. Et puis le couvercle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un papier buvard comme ça, enfin un papier ménage plutôt. Je le plie en... Là, il est déjà plié en deux, d'accord? Je le plie en quatre. Et puis je passe la partie où c'est plié sous la flotte. Juste cette partie-là, en fait. Et puis après, je le pose dans le couvercle comme ça. Et puis par capillarité, la flotte, elle va se diffuser un peu. Donc on va voir ici quelque chose de très humide, ici quelque chose de sec, et puis un dégradé d'humidité. Et puis je me sers de ça comme de la langue. Alors certes, j'ai moins de contrôle qu'avec la langue, parce que la langue, c'est un organe où il y a beaucoup de récepteurs. Hein, si vous connaissez l'homunculus moteur, comme dans les doigts. Comme dans les doigts, il y a beaucoup de récepteurs. Plus le taux d'humidité de la langue, il est parfait. C'est vraiment idéal pour refaire la pointe et rehumidifier un petit peu son pinceau. Mais là, juste en faisant sur le milieu, comme ça, très rapidement, un petit coup comme sur la langue, alors là, je refais la pointe, je repasse juste ce qu'il faut d'humidité sur le pinceau. Donc du coup, je fais beaucoup plus d'aller-retour entre la figurine et puis ça, si jamais j'ai besoin d'apporter un nouveau plus de viscosité en fait à la matière qui est sur mon pinceau. Si je veux aussi un petit peu diluer, là j'irai sur la partie qui est très humide. Et puis si je veux enlever un peu de matière sur la partie sèche. Et ça a l'air de rien, mais ça m'apporte vraiment plus de contrôle. Et ça s'inscrit totalement dans le fait de peindre de façon itérative, justement, pour moi, de faire, au lieu de mettre juste 3 couches à un endroit sur une figurine, je vais peut-être en mettre 5 ou 6, je sais pas, puis faire des allers-retours en utilisant ça m'apporte vraiment plus de contrôle. Ça a l'air de rien comme tips, mais ça, plutôt que la langue, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais vous donner. Voilà, c'est 3 fois rien, hein, mais ça m'a vraiment, vraiment aidé de faire ça. Et puis le deuxième truc, je vais vous redonner le contexte du deuxième truc. Comme pour le premier, à nouveau, c'est extrêmement basique. Hein. Vous allez peut-être trouver que je vais dans les détails, mais vraiment, moi, c'est des choses qui m'ont bien aidé. Alors le deuxième truc qui m'a aidé, moi, si je vous redonne le contexte, c'est envoyer une vidéo, en fait, hein, une vidéo de tuto. Alors j'avais déjà dit dans la première vidéo, quand je regardais des vidéos de tuto, c'était pas forcément le tuto que je regardais. C'était peut-être le geste, voilà, le geste ou des choses comme ça qui m'intéressaient. Et ça, c'est la vidéo d'un mec. Donc je vais vous mettre le lien de cette vidéo, d'accord. Mais là, je vous en parle pour vous expliquer comment moi, ce qui m'a frappé dans cette vidéo. Ça aussi, ça fait quoi la première vidéo que j'ai fait sur les figurines. Le gars, en fait, il montrait comment faire du speed painting sur des... Enfin, comment peindre très rapidement certaines figures. Et puis, il disait... Oups. Il disait, moi, ce que je fais... Hop, je vais rapprocher un petit peu tout ça. Ce que je fais, moi, c'est que je... Pardon. Je fais juste un petit peu de place pour que le fond soit meilleur. Le gars, ce qu'il faisait, c'est que il faisait sa sous-couche avec un éclairage un petit peu zénithal. Ça, j'en avais parlé dans la première vidéo. Donc, en gros, c'est vous sous-couchez toutes vos figurines et puis après, un petit éclairage blanc par-dessus. Ou alors, vous faites en gris et puis un petit éclairage, enfin, un petit coup de bombe par-dessous en noir, puis un petit coup de blanc par-dessus. Les pros, ils ont des aéros, ils font ça encore mieux, mais à la bombe, ça marche très très bien. Et puis, le gars, quand il faisait ça, après, il peignait. Et sa peinture, en fait, il la diluait. Pour faire sa couche de base, en fait, il faisait les 3 étapes classiques, que moi je fais pas parce que j'ai pas une façon de peindre qui est très classique, hein, mais il diluait beaucoup sa peinture pour faire sa couche de base. Et puis après, au lieu de faire le truc classique qui est, il va ombrer ou bien creuser les ombres avec une encre, puis après faire des éclaircissements. Le mec, il brossait déjà pour faire des éclaircissements, mais il brossait comme un malade sa figurine, et seulement après, il allait mettre passer une encre. Alors ça, il y en a déjà qui l'ont fait, je pense, d'inverser cette étape-là. Mais pourquoi ça marchait bien?
En fait, le gars, comme il diluait beaucoup la peinture qu'il posait de base, le côté la sous-couche avec le pré-ombrage, puis même déjà là, il brossait pour accentuer les reliefs et puis l'éclairage. Ça restait, parce qu'on le voyait beaucoup en transparence. Et puis quand on brosse, moi c'est quelque chose que je fais pas, quand il brossait après derrière comme un fou, il utilisait une seule couleur pour brosser le tout. C'est-à-dire que même si jamais, je crois qu'il faisait un bras en rouge, la peau en vert, puis il allait tout brosser comme un fou en jaune. Alors c'est vrai que ça apporte, ça uniformise en fait la figurine, comme il le dit, c'est très juste. Mais le fait de brosser comme ça une figurine, ça ajoute également du bruit. Alors en termes de fréquence, quand vous faites ça sur une figurine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter des hautes fréquences en fait. Quand vous allez éclaircir comme ça, comme un fou en brossant, vous allez apporter des hautes fréquences, mais vous allez également apporter du bruit en brossant. Et c'est ça que j'aime pas en fait. C'est pour ça que moi je fais pas de brossage, jamais, sauf quand je fais du speed painting sur certains trucs. Là ça m'arrive effectivement. Parce que ça, c'est pas propre, ça ajoute du bruit, j'aime pas trop. Et le mec, il le faisait à l'extrême. Sauf que, après, quand il va passer son ombre, on va dire, quand il va passer, je vais mettre ça de côté pour qu'on voit mieux là, hop, quand il va passer son encre, bah, il la dilue également beaucoup. Le fait de passer une encre pour ombrer, on va dire comme une encre noire ou un strong tone, un soft tone, à nouveau, si je me place en termes de fréquence, c'est un filtre en fait. Il y a des filtres passe bas, des filtres passe bande, des filtres passe haut. Et en fait, c'est un effet moyenneur. C'est pour ça que quand vous passez une encre, vous devez refaire vos éclairages derrière parce que vous allez perdre en définition. Le côté moyenneur va vous faire perdre de l'information. Alors, l'encre, c'est pas juste un filtre passe-bas en fait, une encre, parce qu'elle va se poser dans les creux. Donc vous augmentez quand même, ça donne une meilleure, ça donne plus de profondeur aussi, donc plus de relief à votre figurine. Mais sur les surfaces, vous allez perdre de la définition. Et le mec, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait, celle-là, elle n'est pas encore vernie, hein, j'ai plus de bonbons pour le vernis. Le mec, ce qu'il allait faire, c'est qu'il diluait beaucoup son encre, et puis après ça, il passait son encre. Et qu'est-ce que ça avait comme effet, comme il avait pas mal dilué son encre? Eh ben, elle se déposait dans les creux. Par contre, ça avait comme effet de faire le filtre, justement, côté passe-bas, passe-bande, qui va enlever le bruit, mais sans atténuer les éclairages. Et l'avantage de procéder comme ça, si on veut faire du speed painting, c'est qu'un débutant, il peut faire ça très facilement, parce que ça demande... La partie éclairage, elle est très très difficile à faire. Enfin, c'est la partie où on affine après les angles, c'est ce qui est le plus compliqué, enfin, pour résumer grossièrement. Alors que là, un débutant, il passe ses aplats facilement, il fait un éclairage de bourrin, et puis après, il fout son encre. Donc ça, c'est super. Mais même pour des peintres moyens, je pense que c'est une vidéo intéressante pour faire du speed painting. Donc la vidéo, elle était très sympa. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est pas la façon de procéder. Parce que moi, de toute façon, je n'ai pas une façon classique de peindre. Mais là où ça m'a vraiment fait tilt, cette vidéo, c'est dans le fait d'utiliser des diluants. Et c'est là où je vais vous donner un truc. Là où je pense que c'est utile. Moi, j'avais acheté dès le début ces diluants. Alors, il y en a un, c'est un Vallejo, c'est un diluant pour peinture. Et l'autre, c'est un Army Painter, c'est un diluant pour encre. Et puis ça tombe bien parce que moi, mes peintures, c'est du Vallejo. Et mes encres, c'est du Army Painter ou alors du Citadel. Et donc, je vais remettre quelques figurines. En voyant comment il diluait sa peinture, parce que diluer la peinture avec de la flotte, ça la dilue, mais par contre, vous perdez les propriétés mécaniques de la peinture. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, parfois, peut-être c'est ce qu'on veut, mais quand vous voulez appliquer une couche de base ou peindre, voilà, parce que vous voulez peindre d'une façon classique, c'est peut-être pas ce que vous voulez, en fait. Je vais mettre cela.
Et donc, moi, je me suis dit, ah bah tiens, là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu m'inspirer de ça. Et puis, je vais peindre. En fait, moi, quand je peins, là, il faut que j'enlève malheureusement les figurines pour vous montrer. Et pas forcément. Quand je peins, je mets ma peinture ici sur la palette humide. Et puis, je... Il y a du soleil, je vais le cacher un peu en mettant ici. Et puis, si jamais j'ai un dégradé à faire, je ne fais pas tout mon dégradé déjà, en fait. Moi, ma peinture, elle est un peu inspirée de la peinture à l'huile, du dessin en 2D, que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. C'est resté un peu dans mon subconscient, j'ai l'impression. Donc moi, je vais mettre un petit peu de peinture ici, un petit peu de peinture là, et puis je fais mes dégradés au fur et à mesure, par exemple. Je mets pas beaucoup de peinture, je mets des petites touches. Voilà. Je fais pas des mélanges à l'avance, sauf si jamais j'ai pas la couleur que je veux, puis là, effectivement, je fais mon mélange à l'avance. Et ben maintenant, l'astuce que j'utilise, c'est laquelle? C'est que je mets un petit peu de peinture là, un petit peu de peinture là, et puis je vais mettre un petit peu de diluant ici, sur ma palette. Je vais mettre des gouttes de diluant. Et puis ça va me permettre de... Je fais à nouveau un petit peu de place là, histoire que dans le fond ce soit pas trop dégueu. Hop. Je vais le mettre là, le gros. Du coup, je vais sur la palette. Je peins un petit peu là. On va dire que là, ma palette est derrière. Je prends un peu de matière. Et si je veux plus ou moins diluer la peinture pour avoir plus de transparence, parce que je suis à l'étape où je suis en train d'éclaircir, et puis j'ai pas envie de perdre de travail l'information que j'ai dessous, donc je veux que la couche que je dépose de peinture elle soit plus transparente, bah, je vais aller en fait prendre un petit peu de diluant sur ma palette, et puis je vais faire mes petits mélanges comme ça, de façon vraiment très c'est très très ciblé, et j'en mets très très peu, mais ça m'aide de faire ça en fait. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais ça m'aide de faire ça. Ça m'apporte plus de contrôle. Le fait de faire ça, ça m'apporte vraiment plus de contrôle. Et ça, j'ai vraiment eu le... J'utilisais très très peu en fait les diluants. Ça m'arrivait de temps en temps, mais très peu. Donc maintenant, j'en mets systématiquement sur ma palette quelques gouttes, et voilà, ça me permet d'avoir plus de contrôle sur la transparence de la peinture que je vais mettre. Donc, à nouveau, très basique comme tips, mais quelques gouttes sur la palette, voilà. Et puis, ce qui est bien avec ça, c'est que si vous voulez mettre de l'eau, c'est pas terrible, l'eau ça va s'étaler sur la palette, déjà ça n'a pas le même effet. Et puis ça a une tension superficielle qui fait que vous allez dégueulasser votre palette. Ça, la tension superficielle, c'est pas la même, donc du coup ça tient bien sur la palette. Ça bah, justement ça tombe bien. C'est top aussi. Voilà, donc ça c'était les deux astuces, qui sont des astuces extrêmement basiques que je voulais donner, qui étendent un petit peu ce que je disais dans la précédente vidéo, en termes de... Voilà, ça se prête particulièrement bien au fait de faire de la peinture, au fait d'être itératif dans sa façon de peindre. Comme moi c'est quelque chose que je fais, ben, ces astuces-là, elles m'ont permis, pas forcément de peindre beaucoup mieux, mais d'avoir plus de contrôle. Donc pour ça, je trouve ça plutôt cool. Et je vous recommande d'essayer, parce que franchement, c'est super facile. Voilà. Alors, la troisième chose que j'abordais dans la vidéo, c'était, dans la première vidéo que j'avais faite, c'était le fait d'avoir une vision. Alors là, bon, j'aurais dû prendre des figurines dont je vais vous parler, parce que je vais peut-être vous donner un exemple où ça m'a aidé. Mais là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse une vidéo, voilà, carrément pour vous montrer en temps réel ce que ça m'aide. Mais je vais vous donner un autre exemple. J'avais pris l'exemple ça là, du dragon, en fait, moi, pour illustrer ça
Zombicide avec zombicide, claustro avec claustro. Je vais pas mélanger les figurines. Hop. J'avais pris l'exemple du dragon pour vous montrer comment le fait d'avoir une vision, ça m'aidait à peindre mieux. Parce que si vous êtes dans une tranche niveau moyen, il y a toujours une sorte d'intervalle, d'accord, dans lequel vous êtes, c'est pas précisément à ce niveau-là. Et d'être au mieux de vos capacités, le fait d'avoir une vision, je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment, en fait, à vraiment avoir des peintures, des figurines qui sont plus belles. Et donc du coup, moi, ce qui m'a aidé, bah, je l'utilise non seulement pour peindre des figurines qui sont des grosses figurines, mais même pour faire du speed painting, ça m'a aidé. Je vous donne un exemple, un autre exemple qui illustre ça, comme je l'avais fait dans la première vidéo. C'est une vidéo que j'avais vue de Fabrice Tran, il y a très longtemps, que j'ai pas revu depuis d'ailleurs, j'espère que mes souvenirs sont pas trop mauvais. Et si je me rappelle bien, en fait, le mec, il peignait une vertu, une figurine pour Solomon Kane, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ça remonte à loin. Je pense que c'était une figurine qu'il avait eue en avant-première. C'est-à-dire que je pense qu'il devait peindre. Voilà, on lui avait peut-être donné la figurine pour la montrer, en fait, pour qu'il la peigne. Et puis, si je me rappelle bien, à nouveau, j'espère que c'est cette vidéo, mes souvenirs sont bons parce que je ne l'ai pas revu depuis. Il utilisait, en fait, il faisait à nouveau ses sous-couches en faisant une sorte de pré-ombrage, je crois, peut-être à l'aéro, parce que lui c'est un pro, hein, c'est un bon. Et puis après, en fait, il peignait avec de l'encre. Directement avec de l'encre, et puis il mélangeait les encres. Je crois qu'il avait utilisé du bleu et du vert. C'est très très vieux, je ne me rappelle pas très très bien. Et puis, ben moi je trouvais que ça allait particulièrement bien, même si j'avais pas forcément retenu la technique globale pour peindre en fait cette figurine-là. Parce qu'une vertu, il y avait un côté un petit peu éthéré, justement, dans mon esprit. Et j'ai retenu ça inconsciemment. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu peindre des walkers spectraux. Donc, j'ai voulu peindre des walkers spectraux. Et puis, j'aurais pu, en fait, me dire, tiens, bah, je vais les peindre plus ou moins en vert, parce qu'ils sont verts dans la... Et puis après, j'ai fait un gros brossage blanc par-dessus, voilà. Ça aurait été très bien, j'aurais pu me dire ça. Mais là, pareil, j'ai fait la même démarche que j'ai quand je peins tous les types de figurines. C'est que je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de... Ah non, lui, je l'ai déjà mis, je crois. Non, je l'ai pas mis. Je vais essayer d'avoir de réfléchir un petit peu. Et en fait, en réfléchissant, en essayant d'avoir une vision de ce que je voulais faire, bah mon cerveau, en fait, mon esprit, il a reconnecté avec cette vidéo que j'avais vue il y a plusieurs mois auparavant. C'est à travers cet exemple-là que je voulais vous dire, en fait, voilà, le fait de réfléchir, d'avoir cette vision-là, ça peut vraiment vous aider, en fait. Avant de commencer à peindre, de visualiser la figurine, moi, ça m'a aidé parce que je me suis dit, tiens, je suis pas j'ai pas revu la vidéo, mais je me suis dit, tiens, mais en fait, je vais utiliser les encres, je vais les peindre, mes zombies walkers, je vais les peindre en blanc, en bleu, et puis je vais mélanger un petit peu les encres parce que ça me rappelle le côté un peu éthéré, puis après, bon, là, c'est hors sujet, je vais brosser en blanc par-dessus comme un bourrin pour faire ce que je veux. D'ailleurs, pour faire cette figurine-là, j'ai fait ça aussi, pour celle-là, avec des encres. J'ai utilisé la même technique, en fait. Noir, bleu, les encres. Et après, un petit peu de... Voilà, j'ai peint, j'ai pas brossé, je pense, en fait. Mais voilà, donc c'est pour dire que même quand on veut faire du speed painting sur des figurines qui sont toutes identiques, c'est quand même utile. C'est quand même utile et moi, j'ai fait mes walkers spectraux, je pense, en 20 minutes, quoi. Top chrono, ils rentrent bien. Alors là, malheureusement, je ne les ai pas apportés. Bon, ça faisait beaucoup de figurines à montrer, si je voulais tout vous montrer. J'en ai pas plus que ça, mais là, j'ai fait un échantillon de quelques figurines sympas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo qui est... Ouais, il faut voir ça comme un complément, en fait, à la vidéo que... Voilà, je vais reboucler, hein, parce que j'ai fait le tour. À la vidéo que j'avais faite il y a très très longtemps. Donc,
Peut-être que ces tips vous ont été utiles. Maintenant, c'est plutôt si vous êtes comme moi, une personne qui a un niveau moyen ou qui s'approche d'un niveau moyen, que ça peut être utile, je pense. Moi, je vais... oups. Je vais... peindre quoi l'année prochaine? Alors, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, Planète Apocalypse, il y a des grosses figurines, mais celles-là, je pense pas les peindre. Elles ont déjà du plastique, qui ont certaines couleurs, donc c'est pas d'actualité. Je vais peindre, je pense, peut-être du Tainted Grail, parce que j'ai également commandé des figurines. Ce sera la première fois où je me dis, tiens là, les figurines, je les prends pour les peindre. Mais peut-être que je vais juste faire du Sundrop dessus, en fait. Je verrai, je sais pas encore. Si jamais c'est vraiment pour jouer avec, je ferai du Sundrop. Parce que maintenant, avec le matériel qu'on a, faire du Sundrop plutôt que de commander des trucs Sundropés, ça, je vous le dis, hein, pour quelques francs, en quelques minutes, vous faites une figurine Sundropée, n'importe qui peut le faire. C'est super facile, avec le matos qu'on peut acheter actuellement. Mais sinon, les figurines de The Everend, ça j'avais dit que j'allais recevoir ça. Ça, je vais les peindre. Elles ont l'air d'être vraiment très chouettes. Et puis les figurines de Aeon Streetpass. Alors Aeon Streetpass, je ne sais pas si je le recevrai en 2020. Il est peut-être prévu en 2020, mais à mon avis, il y aura quand même un petit peu de retard. Je pense que ça, ce sera peut-être plutôt fin 2020. Mais là, les figurines, elles sont... Puis alors, il faut voir les figurines sur la page Kickstarter, comme elles sont magnifiques. Aeon Streetpass, allez voir la page Kickstarter, ça tue. Franchement, super belle figurine. Là, je vais me faire plaisir. Et puis je pense que l'année suivante, ce sera tout. Peut-être encore un peu de zombicide. Mais ce sera tout parce que bon voilà, moi je suis pas un peintre très, comme je le disais, très actif. Je me fais plaisir chaque fois que je peins, mais je peins pas beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo sur les figurines. Je vais conclure. Je vais vous dire renouveler mes vœux de bonne année. Meilleurs vœux en fait pour l'année prochaine. Comme je le disais dans la précédente vidéo, meilleur vœu est le plus important, la santé. Et puis si jamais ça va pas, j'espère que vous aurez l'énergie, comme je disais, pour aller mieux. Et puis peut-être à bientôt dans une vidéo qui sera, alors je pense, la prochaine vidéo, à mon avis, ce sera une partie du jeu de cartes Horror Arkham. Ça fait un moment que ça a été repoussé, mais là je pense que janvier, on devra avoir le temps de filmer ça, parce qu'on a joué à d'autres trucs, j'ai fait d'autres choses aussi. Voilà. Et puis les chroniques des jeux que j'ai annoncés. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.